Bonjour YouTube, chose promise, chose due. Ma précédente vidéo, que voici, se terminait par l'introduction de celle-ci. Et le sujet du jour, c'est les dangers que peuvent représenter les compléments alimentaires. Parce que si leur efficacité est très souvent remise en cause, les dangers, quant à eux, sont bien réels. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit tour d'horizon de ces différents dangers et nous allons commencer par les dangers liés à la dose, ensuite par les dangers que peuvent représenter les interactions entre d'autres compléments alimentaires et les médicaments. On enchaîne ensuite par les dangers liés à la santé des personnes qui en prennent et on termine par les dangers liés à la production et la contrefaçon. J'espère que vous êtes bien assis. En Wolof, on dit « Toggle fille », si c'est bon, c'est parti. Tout est poison et rien n'est sans poison et seule la dose fait qu'une chose n'est pas un poison. C'est une expression connue sous l'adage « c'est la dose qui fait le poison », qui est la base de la toxicologie, discipline qui permet d'évaluer les effets indésirables d'une substance dans l'organisme. Pour ce premier volet, je vais prendre l'exemple des protéines et pour étayer, on va dire, mon argumentaire, je vais prendre un extrait vidéo d'un sportif lyonnais que j'apprécie beaucoup pour ses vidéos très qualitatives. Et dans cette vidéo, il parle des effets indésirables des protéines sur la fonction rénale, sur les reins. Et dans cette vidéo, il est accompagné d'une autre personne et voici ce qu'ils disent sur les reins et les protéines. On s'est regardé direct. Ah ouais. Non mais ça c'est faux. Ah ouais, donc c'est fou ça encore. Pourquoi il y a SMI qui existe? C'est parce que dans les pathologies du rein justement, on va conseiller aux patients de diminuer leur consommation de protéines. Donc c'est simplement pour ça que les gens se sont dit, ok, si on mange trop de protéines, problème au rein. D'accord. Mais du coup, rien à voir avec l'excès de protéines et des pathologies au niveau rénal. Donc pour les patients sains, entre guillemets, c'est anodin de manger oui. 2 voire C'est ça. 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. L'ANSES, elle recommande, elle, 3,6 grammes. Enfin, elle recommande. La fourchette max, c'est 3,6 grammes. Et les premiers effets secondaires, les premiers symptômes, c'est plus au niveau cardiaque. Et en plus, 3,6 grammes, c'est énorme. C'est énorme. Donc on n'a même pas besoin de s'inquiéter de ça. Non. Petite précision, je ne commenterai que cette vidéo que nous venons de voir. J'ai déjà vu des vidéos de lui, campant sur ses positions, en apportant des argumentaires beaucoup plus détaillés et beaucoup plus nuancés. Au vu du format de cette vidéo, c'est que logique qu'il n'ait que balayé de manière très grossière le sujet, dont je vais commenter que cette vidéo. Ce qui me frappe dans cette vidéo, c'est qu'il considère que l'excès de protéines sur les potentielles conséquences délétères sur la fonction rénale est un mythe. S'il y a bien une chose que je sais, c'est qu'en science, surtout la science du corps humain, il ne faut jamais dire jamais. Il faut dire que tu n'as jamais vu. C'est un conseil. Dire que c'est un mythe, c'est sous-entendre qu'il y a 0% de chance, en tout cas c'est comme ça que je comprends, que ce soit possible. Ils ont fait l'effort de mettre de côté les personnes avec une fonction rénale déjà entamée. Donc je vais faire pareil, on les met de côté. Les sciences sont des disciplines très évolutives. Ce qui était vrai hier peut devenir faux aujourd'hui et ce qui était faux aujourd'hui peut devenir vrai demain. C'est comme ça que ça fonctionne. En fonction de notre niveau de connaissance, à un moment donné, quelque chose peut complètement changer. Il est bien vrai, et ça il faut l'admettre, que de nombreuses études se sont multipliées ces dernières années et qui rejoignent exactement ce qu'ils disent. Mais est-ce que ça veut pour autant dire qu'il ne faut pas se fixer des limites? Moi, je ne pense pas. D'autant plus que les études dont on fait référence ici sont des études menées au sein d'une population bien précise. Généralement, ce sont des études menées en Europe, aux États-Unis, des pays qui ont de l'argent pour mener ce type d'études. Mais ce n'est pas parce que ces études sont bien faites qu'il faut les généraliser à tout le reste de la planète. Ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Et ça, je tiens à attirer votre attention là-dessus. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les balances connectées, on est exactement dans la même situation. Petite parenthèse, pour traiter l'hypertension artérielle au sein de la population noire et au sein de la population caucasienne, on est sur 2 protocoles différents. Au sein de la population noire, on a démontré que les diurétiques marchaient mieux que les autres classes de médicaments. Au sein de la population blanche, on sait que ce sont des bi- ou trithérapies, des bêta-bloquants ou des inhibiteurs calciques. Ce qui ne veut pas dire que dans la population noire, il n'y a que des diurétiques qui fonctionnent mieux. Non, d'une personne à l'autre, ça peut être très différent. Mais dans la moyenne, c'est plutôt les diurétiques qu'on va privilégier en première intention. Ce qui prouve qu'en fait, on est tous sur Terre, on n'a
pas tous les mêmes problèmes. Comprendra ce qu'ils veulent bien comprendre. Bien que dans la vidéo, ils aient exclu des personnes avec des fonctions rénales déjà entamées, moi je vais les réintroduire, mais d'une certaine façon pour pouvoir appuyer mon argumentaire suivant. Et je vais prendre pour exemple un autre complément alimentaire qui peut avoir des conséquences si trop dosées sur votre fonction rénale. On parle ici de la vitamine D, qui en excès entraîne une hypercalcémie, c'est-à-dire une augmentation du taux de calcium dans le sang. Et ce calcium peut entraîner, parce qu'il est éliminé via les reins, des calculs rénaux. Donc, la perte de fonction rénale peut être induite, par exemple, par une prise excessive de vitamine D. Et la protéine qui était censée ne pas être dangereuse pour vous parce que vous aviez un rein sain, devient problématique parce que votre rein a commencé à être entamé par une prise excessive de vitamine D. Et là, pour le coup, le terrain n'est plus le même. Là, vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Ici, j'ai pris l'exemple de la vitamine D et il faut savoir que votre fonction rénale peut être entamée par beaucoup d'autres facteurs, y compris des infections. Mon dernier angle d'attaque, c'est le manque de différenciation entre des adultes, des enfants et des adolescents. Un enfant et des adolescents sont des organismes en construction. Donc, on ne peut pas les mettre sur le même plan que les adultes. Et dire qu'un enfant doit manger trop de protéines, ça n'aura pas de conséquences sur leurs reins, bien qu'ils soient en santé, c'est complètement faux. Les autres exemples de surdosage, nous n'allons pas passer beaucoup plus de temps dessus. Prenons l'exemple des vitamines de manière générale, que je vais mettre dans une classe. Un excès d'apport de vitamines peut entraîner ce qu'on appelle une hypervitaminose et très souvent qui peuvent engendrer des problèmes très très graves, comme par exemple des hémorragies, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes au niveau métabolique et des problèmes au niveau du foie. Quant aux minéraux, par exemple, comme le fer, qui est très important pour l'hémoglobine, qui permet de transporter l'oxygène à travers l'organisme, un manque de fer entraîne une anémie. Je tiens à préciser quand même que toutes les anémies ne sont pas forcément liées à un manque de fer. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un semble anémié que le fer soit la réponse à son anémie. Une anémie dont le fer est la réponse, ça s'appelle une anémie ferriprive, donc c'est-à-dire par manque de fer. Il y a d'autres anémies macrocytaires, microcytaires, tout ce que vous voulez, qui entraînent aussi les mêmes conséquences qu'une anémie ferriprive. Je ne sais pas si c'est clair. Et un excès de fer a des conséquences très graves sur le foie et d'un point de vue cardiovasculaire. Et quand je dis très grave, ça peut être létal. Maintenant, laissons place aux dangers liés aux interactions entre les compléments alimentaires et d'autres substances. Je vais prendre quelques exemples pour que ce soit beaucoup plus concret à comprendre. Prenons exemple sur du ginkgo biloba, généralement pris pour améliorer sa circulation sanguine. Le seul souci, c'est lorsque vous l'associez avec un anticoagulant, vous multipliez les effets aussi bien du ginkgo biloba que de l'aspirine, c'est-à-dire vous vous exposez à un risque d'hémorragie accrue qui peut être très dangereux. Parce que oui, on a tous chez soi un anticoagulant, vous ne le savez peut-être pas, parce que l'aspirine est un très très bon anticoagulant pris à faible dose. Un autre exemple d'interaction, c'est celle pouvant exister entre des antibiotiques et du magnésium. Lorsque vous prenez un antibiotique, c'est bien parce que vous êtes en train de combattre une infection. Le seul souci du magnésium, quand vous le prenez en même temps que l'antibiotique, il se comporte comme un capteur. Il peut empêcher l'antibiotique de correctement être absorbé au niveau de l'intestin, ce qui entraîne un sous-dosage de votre antibiotique dans la circulation générale dans le sang pour combattre votre infection. On l'a assez rabâché de manière générale, les antibiotiques, il faut faire gaffe, sachant qu'il y a énormément de bactéries qui développent énormément de résistance parce que soit on les expose trop aux antibiotiques et soit où on les expose mal aux antibiotiques, ils ont le temps de développer des résistances. Et donc, si un médecin vous prescrit un antibiotique sous un dosage précis, c'est bien parce que c'est connu pour être efficace sur tel type de bactéries. Si vous le prenez en même temps que le magnésium, il réduit ce dosage-là, et du coup, la bactérie, elle a le temps de s'habituer à l'antibiotique et développer des résistances, et votre traitement devient inefficace. Troisième type de danger, ce sont des dangers liés à votre état de santé. Je ne sais pas si vous savez, mais les probiotiques sont en général des organismes vivants qui peuvent
avoir deux objectifs, soit de recoloniser votre flore intestinale, soit d'optimiser votre système immunitaire en passant dans le sang. Et parce qu'il est dans le sang et que le corps le considère comme étant un corps étranger, développe des anticorps qui vont booster votre immunité. Seul souci, c'est que lorsque vous êtes immunodéprimé, peut-être parce que vous êtes malade, peut-être parce que vous suivez un traitement à base d'anti-inflammatoires, peut-être parce que vous suivez une chimiothérapie, peut-être il y a plein de raisons pour être immunodéprimé, c'est-à-dire une baisse de votre immunité de manière générale. Le probiotique qui était censé être inoffensif en passant dans le sang pour booster votre système immunitaire peut entraîner une septicémie. C'est quoi une septicémie? C'est une infection du sang. Et pour ceux qui le savent, c'est une urgence médicale. Je peux même dire que la mort est quasiment assurée. Passons maintenant au quatrième danger, qui est un danger lié à la production et aux résidus indésirables que l'on peut retrouver dans les compléments alimentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un process de fabrication apporte des contaminants qu'il faut maîtriser. Sauf que les compléments alimentaires, on ne leur demande pas de maîtriser grand-chose. Et les principaux contaminants amenés par un process de fabrication sont en général les métaux lourds. Les métaux lourds, il y en a plein. Il y a du plomb, il y a du mercure, il y a de l'aluminium, il y a du cadmium, il y a de l'arsenic. Ces métaux lourds, une fois dans l'organisme, s'accumulent. Et c'est cette accumulation au fil du temps qui entraîne des effets très indésirables, principalement au niveau cardiovasculaire, rénal et neurologique. Dans l'industrie pharmaceutique, on est tenu de vérifier ces métaux lourds à des quantités très basses et de s'assurer que le process amène très peu de contaminants, ce qui n'est pas le cas des compléments alimentaires. Il n'y a pas que le process de fabrication qui apporte des contaminants, les matières premières qui rentrent dans ce process de fabrication pour avoir notre complément alimentaire à la fin apportent aussi beaucoup de contaminants. Prenons l'exemple d'un complément alimentaire composé de plantes, principalement. Aujourd'hui, on sait que les plantes sont hyper traitées en pesticides, mais à tout va. Sauf que ces pesticides-là, je suis désolé, vous allez les retrouver dans votre gélule de plantes de je ne sais pas quoi. Vous allez les consommer. Et à force de les consommer, c'est pas bon. On sait que les pesticides, c'est pas bon. Vous me direz, ouais, de toute façon, on en bouffe tous les jours. Peut-être. Mais il faut savoir que c'est aussi une source de contamination de vos compléments alimentaires. Après, vous en faites ce que vous voulez. Revenons un tout petit peu sur les probiotiques. Je vous disais tantôt que les probiotiques sont des micro-organismes vivants. Comment est-ce qu'ils sont obtenus? Prenons l'exemple du lactobacillus. En fait, on prend une petite quantité de lactobacillus qu'on met dans un milieu de culture pour favoriser sa multiplication, pour avoir énormément de lactobacillus. La seule chose à laquelle il faut faire gaffe, c'est que le milieu de culture doit être assez sécurisé pour qu'une autre bactérie ne vienne pas s'immiscer là-dedans. Parce que si une bactérie pathogène s'immisce dans la multiplication, elle aussi, elle va se multiplier parce qu'elle adore ce milieu de culture pour favoriser son développement. Seul souci, c'est que si vous ne contrôlez pas la pureté de votre lactobacillus à la fin de sa fermentation, vous vous retrouvez avec un probiotique à la fin contenant un contaminant. Et si par malheur, ce contaminant est une bactérie pathogène style Staphylococcus aureus, Escherichia coli ou tout le reste, bon courage parce que là, vous êtes très mal barré. Terminons ce petit tour d'horizon par un dernier danger qui pour moi est même le plus inquiétant. C'est les dangers liés à la contrefaçon. Parce que oui, des compléments alimentaires contrefaits, ça pilule sur Internet, mais vous n'avez même pas idée. Je ne vais pas développer mon argumentaire sur la rigueur dans la formulation des compléments alimentaires contrefaits. Parce que là, pour le coup, ils n'en ont strictement rien à foutre de savoir si c'est bien formulé ou pas. Donc, ceux qui ont vu la précédente vidéo, d'un point de vue efficacité, vous pouvez déjà vous asseoir dessus. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est contenu dans les compléments alimentaires et que vous ne savez pas du tout parce qu'ils ne vont jamais l'écrire sur les étiquettes. Encore faudrait-il qu'ils sachent exactement ce qu'il y a dedans. Parce que si vous fabriquez un complément alimentaire et qu'avant vous avez fabriqué je ne sais pas quoi et que le je ne sais pas quoi se retrouve dans votre complément alimentaire, vous le consommez, mais vous ne consommez pas que votre protéine, par exemple. Vous consommez aussi les résidus de ce qui était là avant.
Sauf que ce qui était là avant, ça peut être des anabolisants, produits très dangereux pour la santé, ça peut être des médicaments qui sont interdits à la consommation sans surveillance, ça peut être plein de contaminants différents. Sauf que vous ne le savez absolument pas du tout. Et c'est ça le vrai danger, en fait. Je me souviens, il y a quelques années, avoir lu sur Internet, je ne sais plus où, un petit scandale qu'il y avait eu sur l'analyse qui avait été faite sur des compléments alimentaires amincissants. En fait, il en est ressorti de là qu'un bon nombre de compléments alimentaires consommés contenaient de la subitramine. C'est quoi la subitramine? C'est un médicament qui a été développé pour des personnes obèses en vue d'une perte de poids. Sauf que la subitramine n'est pas un complément alimentaire, c'est un médicament et qui est sous surveillance médicale pour les personnes qui en prennent, avec un risque d'accident cardiovasculaire très important. Sauf que ces subitramines, certains fabricants véreux l'introduisent dans leur complément alimentaire censé aider à maigrir et ils ne mentionnent absolument pas sur l'étiquette. Les consommateurs en prennent, ils remarquent une perte de poids et ils sont au ciel. Ça marche, ça fonctionne, c'est très bien. Sauf qu'ils se mettent tout simplement en danger. Et j'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai travaillé pendant 2 ans dans une pharmacie au Sénégal, après mes études. Pharmacie dans laquelle on fabriquait, que je vais bien sûr taire le nom, dans laquelle on fabriquait des compléments alimentaires en vue d'une perte de poids. Le pharmacien n'a jamais voulu nous donner la composition. C'est nous qui les fabriquons, mais en fait, tu avais juste les sachets matières premières, mais il ne te disait pas c'était quoi le nom de chaque sachet, sans doute pour protéger un peu son business. Et dans mon enquête, je me suis rendu compte qu'il utilisait un produit qui s'appelle l'Azélix. L'Azélix, c'est quoi? C'est un diurétique qui fait pisser, qui est utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle. Et je me suis douté qu'en fait, s'il y a du Lazélix, il n'y a pas que du Lazélix, parce que les patients perdaient énormément de poids. Et en quelques mois, c'était vraiment drastique. Et je me doutais bien qu'il y avait autre chose là-dedans. J'ai jamais su ce que c'était, mais je peux bien me douter que ces poudres blanches n'étaient pas si anodines que ça. Il y avait essentiellement des plantes, mais il y avait quand même quelques produits pharmaceutiques à l'intérieur. Par contre, le consommateur, lui, il n'en a aucune idée de ce qu'il prend. En gros, voilà un peu les risques que vous avez quand vous prenez des compléments alimentaires. C'est tout sauf anodin, il faut faire gaffe. Et quand vous allez chez le médecin et qu'il vous demande est-ce que vous êtes sous traitement, ne lui dites pas non si vous prenez des compléments alimentaires. C'est très important pour que lui puisse vous conseiller si oui ou non il faut les prendre en même temps qu'un traitement ou s'il n'y a aucun danger, y compris votre pharmacien. Ne lui dites pas non, je ne suis pas sous traitement si vous prenez beaucoup de compléments alimentaires. Moi, je ne suis pas fan des compléments alimentaires, ça je pense que là, tout le monde l'a compris. Mais si vous souhaitez quand même en prendre, je conseillerais quand même de le prendre sous forme de cure sur de très courtes périodes. Plus vous exposez votre corps à ça, et plus les risques sont plus grands. Voilà, c'était tout pour ce sujet-là, et j'espère qu'on se reverra très vite pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Encore une fois, c'est mon avis, et on se dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!